Voilà, normalement, tout le monde... Je ne sais pas si... Voilà, je sais maintenant. Donc, tout le monde doit être à peu près entré. Merci d'être là cet après-midi de grand hiver du Morvan. On continue notre voyage avec ce premier numéro du Festival Apulé. Et puis, aujourd'hui, il s'agit bien, si les mouches s'en prennent à moi, que vais-je devenir ? Et donc, on va continuer aujourd'hui avec nos amis les auteurs et puis nos amis les médiateurs, on va dire ça, qui vont les aider à... C'est une sorte de maïeutique, hein, à accoucher de pensées ou à nous aider aussi, nous aussi, parce que c'est ça le sens, c'est l'échange entre vous et nous sur des thèmes qui les préoccupent et qui nous préoccupent tous. Alors voilà, je vais simplement laisser la parole à Yahya Bellaskri qui, lui, va reprendre ce micro. Et puis, vous avez chacun un micro aussi. C'est important parce qu'on enregistre tout ce qui est dit. C'est aussi l'occasion de vous dire que ce festival est en live sur Internet. Et donc, nos amis des pays du Maghreb, par exemple, nous suivent depuis hier avec beaucoup d'attention, nous envoient des messages. Et voilà. Donc, eh bien, bon après-midi. Ce sera bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est notre première rencontre dans ce festival Apulé. Et avec moi, 3 écrivains pour essayer d'investiguer ce questionnement que nous avons posé. Comment construire l'être au monde ensemble? Les lois suffisent-elles? Sans poème, ce murmure qui fait vibration. Les sociétés auraient-elles une âme? Ça vous semble un peu peut-être philosophique, mais on va partir des œuvres de nos invités, des écrivains qui sont là. Je commencerai par Myriam Gaume, journaliste et écrivaine, qui est aussi juge assesseur de l'asile, c'est ça, auprès de la Cour de Paris, et donc qui a une très longue expérience de terrain en tant que journaliste pour beaucoup d'organes de presse en France, et non des moindres. Elle a fait des reportages dans des pays en guerre, dans des pays qui connaissent beaucoup de difficultés et tout. Et en tant que juge assesseur, elle travaille beaucoup avec ceux qu'on appelle improprement les migrants, qui en fait sont des réfugiés. Et Jean-Marie Blas de Robles, j'ai entendu quelqu'un dire à l'entrée, Jean-Marie Blas de Robles, il est là. Il est là, donc romancier, poète. Il faut savoir que Jean-Marie Blas de Robles est aussi archéologue. Il a enseigné dans les universités de Taipei, de Chine, du Brésil. C'est un érudit, je vous assure, c'est un érudit. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui travaille sur cette approche du monde et il accouche d'un imaginaire assez extraordinaire. Son dernier livre en date, Ce qu'ici-bas nous sommes, paru chez Zulma. J'ai oublié de vous parler d'Emmanuel Favier avec Virginia. Il n'y a pas la couverture, mais elle est là-bas. Et Myriam Gaume, Les Invités de la Terre, pareil aux éditions du Seuil. Mais elle a d'autres livres. Il y a aussi le Guide littéraire de l'Arménie qu'elle a publié chez Fabre. Bien. Alors je vais commencer peut-être, si vous permettez, avec Emmanuel Favier. Et vous allez, où est-ce qu'on va arriver sur cette question de l'être au monde. Le courage qu'il faut aux rivières, c'est des vierges jurées albanaises qui sont obligées, pour s'émanciper, pour exister, de se défaire de leur féminité, d'abandonner définitivement leur féminité pour avoir une existence, c'est-à-dire devenir un homme et donc être accepté dans la société. Et puis un autre roman, Virginia, qui évoque la jeunesse de Virginia Woolf. A priori, on se dit que ça n'a rien à voir,
D'un côté, ce sont des femmes dans une société albanaise, hein, c'est bien situé, et de l'autre, c'est une femme qui est écrivaine, que nous connaissons, que beaucoup d'écrivains s'inspirent de son travail, et on a l'impression que ce n'est pas très lié. Mais en fait, c'est lié. En fait, c'est lié, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est une question de la place des femmes dans une société, de sociétés différentes, mais au-delà de la place des femmes, c'est comment elles pourraient, oui, j'ai dit s'émanciper, mais exister, être et être reconnues. Je voulais juste dire à quel point j'étais heureuse, honorée et émue d'être ici pour ce festival qui est au cœur de votre travail. Je me rappelle aussi qu'il y a un texte qui s'appelle sur Artemisia Gentileschi, l'artiste peintre, et c'est la même chose. Oui, donc je pense qu'en tant qu'écrivain, je ne sais pas, donc j'ai écrit 2 romans, je suis en train de travailler sur le 3e, donc je commence à comprendre. La place des femmes et de la rémancipation est centrale dans votre œuvre, il me semble, jusqu'ici. On a une ou 2 obsessions et on creuse toujours un peu le même sillon, la même question obsessionnelle qui se précise au fur et à mesure. Et je crois que c'est moins, je me rends compte avec ce 3e roman qui n'a plus grand-chose à voir avec la question de la place des femmes, c'est moins la question de la place des femmes que la question de savoir comment on prend en charge son propre destin en fonction de nos héritages, en fonction de ce qu'on nous a donné dans les mains au départ, comment on se réapproprie, comment on se défait, mais aussi comment on accepte, on accueille cet héritage qu'on nous a donné, et qu'est-ce qu'on en fait? À quel moment on devient finalement maître de son être et de son existence et de ce qu'on a envie de faire pour justifier quelque part notre place sur cette planète. Donc, dans le cas de ces vierges jurées albanaises, donc c'est une tradition qui existe toujours, hein, c'est-à-dire que les femmes ont la possibilité, en général c'est un choix qu'elles font la plupart du temps, de s'émanciper de cette situation extrêmement limitée et contraignante qui est la place de la femme dans les sociétés archaïques traditionnelles, essentiellement dans le nord de l'Albanie, mais finalement on en trouve aussi dans les grandes villes. Elles ont cette possibilité qui est de devenir des hommes socialement. Donc, à l'époque, elles prêtaient serment, elles juraient de rester vierges. C'est pour ça que les anthropologues les ont appelées les vierges jurées. Aujourd'hui, bon, il y a plus vraiment de cérémonie, mais elles font ce choix. Elles deviennent des hommes. Donc, elles changent leur prénom, elles se coupent les cheveux, elles s'habillent en hommes. Elles ont à partir de là le droit d'exercer des métiers d'hommes, de faire dans la société tout ce que les hommes ont le droit de faire, qui va de porter une montre, à fumer, à évidemment à conduire, voilà, toutes choses que les femmes normalement ne sont pas censées faire dans encore un certain nombre de villages et d'espaces en Albanie. Donc que ce soit ces femmes qui font ce choix, alors est-ce que c'est un sacrifice ou pas, ça peut se discuter, mais qui en tout cas dépassent leurs conditions, dépassent ce qui leur a été donné en premier chef, pour devenir autre chose, pour essayer de se comprendre mieux elles-mêmes, que ce soit Virginia. Donc Stephen, je m'intéresse à Virginia avant qu'elle devienne Woolf, puisque ce qui m'intéressait, c'était pas de faire une énième biographie de Virginia Woolf, qui n'a absolument pas besoin de moi, mais de réfléchir à ce que c'est quand on est une petite fille britannique à la fin du 19e siècle, dans une famille extrêmement écrasante du point de vue intellectuel, de l'héritage intellectuel, culturel, artistique, comme était la sienne, où les femmes n'étaient encore en cette fin de 19e que reléguées au rôle de maîtresse de maison, d'hôtesse à la table à thé. Voilà, comment elle s'est débarrassée, comment elle est sortie de cette condition-là, de ce déterminisme-là, pour devenir, alors nous le savons, un des grands mythes, une des figures les plus importantes de la littérature anglaise et mondiale. Voilà, donc vous voyez un peu le point commun, et je pense, en continuant à travailler, que c'est vraiment cette idée d'héritage et de la manière dont on s'en empare qui traverse voilà, mon œuvre, si je peux utiliser ce mot. En tout cas, en ce qui concerne les vierges jurées albanaises, ce n'est pas tant une décision de ces femmes de le devenir, puisque c'est la société qui traditionnellement est basée de cette manière-là, qui ne donne pas
de place. Et donc, pour exister, donc il y a une pression sociale. Ce n'est pas, Bien sûr, oui. C'est pas, comment dire, une décision. Bah, c'est une décision par défaut, c'est-à-dire entre deux mots, choisir le moindre ou quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est une toute petite... C'est tout le paradoxe de ce choix-là, mais je trouve qu'il est intéressant à examiner et à mettre en parallèle avec des situations qui nous sont plus familières. Comment, dans cette petite marge de liberté, comment elles s'en emparent et comment elles en font quelque chose de souvent assez exceptionnel. D'ailleurs, tous les entretiens que j'ai pu lire, toutes les interviews qui sont faites de ces femmes, soit au cours du XXe siècle, soit très récemment, puisque donc on estime qu'il y a encore une trentaine de vierges jurées qui vivent aujourd'hui, dont certaines, vous pouvez voir des documentaires sur Internet sans problème. Elles sont toutes très contentes de cette décision-là, finalement. Alors, on est d'accord que c'est la société qui les amène à cette décision, mais finalement, elles ont l'impression d'avoir... c'est-à-dire, non seulement elles sont respectées comme si elles étaient des hommes, donc elles prennent une place dans la société qui est importante, avec cette valeur ajoutée d'avoir fait un choix qui est considéré aussi un peu comme un sacrifice. Encore une fois, ça se discute, sacrifice de la féminité, de la maternité, de la sexualité. Est-ce que c'est vraiment un sacrifice que cette sexualité contrainte qu'elles auraient eue sinon? Donc évidemment, vous avez raison, c'est par défaut, une décision par défaut, mais c'est quand même... Moi, ce qui m'avait frappé, et je termine avec ça, c'est que pourquoi j'ai écrit là-dessus? Parce que je suis tombée dans une exposition, je ne connaissais pas du tout, je suis tombée sur ce phénomène, cette tradition, dans une exposition. Je suis plus précisément tombée sur une photographie et plus précisément sur un regard donc d'une de ces femmes. Donc, j'ai cru que c'était un homme, évidemment, de loin, puis en m'approchant et en lisant le cartel, j'ai compris. Il y a une détermination dans ce regard qui m'a parlé, qui m'a touchée au cœur, qui me disait vraiment... Bon, moi j'ai décidé de ce que j'allais faire de ma vie, j'ai décidé que j'allais faire ça. Et toi? Donc c'était vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc ça a été pour moi une rencontre très importante de voir à quel point on pouvait embrasser son destin, on pouvait le prendre en main, quelles que soient les conditions, quelle que soit la marge, l'étroitesse de la marge dans laquelle on évolue. Alors, il y a une question tout de suite brutale de tout ça. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'être au monde féminin? Et est-ce qu'il y a une spécificité de l'être au monde d'une écrivaine? Il y a forcément encore une spécificité. Alors, l'être au monde féminin, je ne sais pas, c'est un vaste débat, mais en tout cas, si je parle simplement du point de vue de l'écrivaine, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, donc, française de ma génération, donc ayant évolué dans un milieu où, a priori, je n'avais pas les empêchements, les contraintes de beaucoup de mes grandes sœurs, de beaucoup de femmes dans d'autres pays. Il reste aujourd'hui que même pour une femme de ma génération, donc je suis née en 1980, donc a priori j'échappe quand même beaucoup à ces difficultés qui fait que je peux tendre à être non pas une femme écrivain, mais une écrivaine au même titre que n'importe quel écrivain. Néanmoins, on sent quand même... je dirais pas forcément que dans le milieu littéraire, mais ou peut-être que ce sont des barrières ou des empêchements qui sont intégrés, mais je sens que ce n'est pas encore tout à fait la même chose, et je sens que le fait de ne serait-ce que les batailles autour du mot écrivaine, autour du mot autrice, sont d'une telle véhémence, dans un sens comme dans l'autre, qu'on voit que ce n'est pas encore... une véritable évidence. Donc, il y a forcément un être au monde différent dans la mesure où il y a encore une part un petit peu de violence à se faire, d'autorisation à se donner. Bon, c'est tout le sujet de Virginia, c'est comment elle se donne l'autorisation avec un père qui considère que ce n'est absolument pas son rôle. Je vais faire la transition avec Jean-Marie Blas de Robles, et je reprends une phrase que vous dites, Emmanuel Favier, je cite: « Le travail du poète et du romancier est de veiller au déploiement d'un faisceau de possibles. » Fin de citation. Et Jean-Marie Blas de Robles, lui, son travail, c'est vraiment d'investiguer tous les possibles dans son œuvre depuis le début. Et dans ce livre, ce qui s'y bat nous sommes, ce nouveau roman qui vient de sortir, qui est sensationnel, il faut le lire. Vous nous racontez l'histoire
Augustin Harbour, qui se retrouve dans une clinique au Chili, donc, qui est soigné, qui s'occupe. Et en même temps, le récit se fait en deux fois. Cette présence dans cette clinique et en même temps ses souvenirs, donc ce que vous appelez ricordi, je crois. Et donc, où il revient sur cette histoire d'une oasis qu'il a découvert 40 ans auparavant, l'oasis de Zaydan. Et là, nous sommes dans quelque chose d'assez pas féerique, mais enfin d'assez étonnant, extraordinaire. C'est aussi, me semble-t-il, c'est ça le travail de l'écrivain, c'est-à-dire aller vers le poète, aller vers cet imaginaire pour investiguer le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Augustin Harbour n'est pas en dehors du monde. Même que dans cette histoire de l'oasis de Zaydan, ces interrogations que pose l'écrivain sont totalement d'actualité pour nous aujourd'hui. Là, je pense que c'est le rôle de toute fable, de toute fiction, que d'interroger le monde dans lequel nous sommes. Alors, je ne sais pas si c'est le rôle, mais en tout cas, c'est ce que font les fables et c'est ce que font les fictions et les romans. Ils disent sur notre monde des choses qui ne peuvent se dire que par la fable ou par la fiction, pas par un essai, pas par une réflexion conceptuelle ou philosophique. Donc il faut attendre que la fable soit racontée pour en avoir la morale d'une certaine façon. Quand je me lance dans l'écriture de mes romans, il y a toujours une phase qui dure à peu près une année de pure fantasmagorie, de pure folie douce, où durant un an, je rêve mon histoire, je la dessine, je peins des aquarelles, même des peintures à l'huile, je fais des storyboards, tout ça s'affiche petit à petit dans tout mon appartement. Et je n'écris pas une ligne du roman, je n'écris que des bribes de plans, de notes, de choses comme ça, qui vont petit à petit s'agglomérer à partir de cette divagation au sens propre du terme, d'abord parce que je suis tout le temps en train de déambuler autour de mes dessins, et en même temps c'est une réelle divagation intellectuelle où je rêve, c'est la partie la plus agréable de mon travail. Et comme je suis un homme de mon époque, j'ai beau raconter ce que je veux, inventer une oasis perdue à rationalité variable et y placer tout ce qu'on peut imaginer et trouver à l'intérieur d'un trou noir, par exemple. Donc un joyeux mélange qui laisse libre cours à tous les excès possibles dans la liberté d'imaginer et d'inventer. Il se trouve que se disent des choses sur notre monde. Et j'y retrouve, moi, le déficit de rationalité qui est à l'œuvre dans notre société. Il est là, mis sur un piédestal de fantasmes et de fantasmagorie, exactement, toute proportion et toute révérence gardée, comme un Anglais de l'époque de Swift retrouvait la critique de sa société en lisant les voyages de Gulliver. Alors dans ce roman, cette oasis de Zindan est une oasis où Dieu réside. Dieu est un habitant de la ville, il est là, il s'appelle Haj Hassan. C'est assez extraordinaire, il est là, matérialisé. Et donc, il n'y a pas d'autre religion. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de religion puisqu'il est là, Dieu. Mais c'est un Dieu qui ne peut rien, qui ne peut absolument rien. Il est gentil, il aime tout le monde, je crois, mais il ne peut rien. Et les habitants ont des mœurs. On vient de partout dans cette oasis. On vient de partout, de toutes les époques, on vient du 2e ou du 15e siècle, j'en sais rien. Bon. Mais ce qu'il y a particulier dans ce sur quoi je voudrais vous interroger, c'est que dans cette oasis, il y a des livres, mais les habitants ne les écrivent pas.
et ne les lisent pas. C'est vraiment, dans cette fable, je trouve quelque chose de profondément actuel, de profondément qui interroge notre monde d'aujourd'hui. Oh, je ne sais pas à quel point il faut rapprocher cet exemple particulier de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Mais déjà dans la mémoire de Rie, dans le premier livre que j'ai jamais publié en 1982, il y a une nouvelle où le personnage principal s'est inventé une monnaie. C'est le Gallimard, c'est l'étalon Gallimard. Donc telle chose vaut un demi-Gallimard ou trois Pléiades. Ou c'est l'étalon. Et donc là, je reprends cette idée que j'ai reprise aussi déjà dans L'île du Point Nemo ou dans cette partie dystopique du roman. Les libraires ont disparu, les livres ont disparu, puisque le livre numérique a tout remplacé. Et les libraires sont dans des musées. On a des musées avec des fausses librairies, avec des faux livres. Et les gens viennent regarder comment c'était une librairie, comment c'était un livre. Là, dans cette oasis, qui est pré-babélienne, on est avant l'érection de la tour et sa chute. Donc tout le monde parle le même langage, tout le monde se comprend, alors que tout le monde parle une langue différente, mais par la magie de la présence de ce chaman que tout le monde prend pour un dieu, il y a cette intelligence universelle. Et d'une certaine façon, la présence de cette divinité rend vaine toute littérature, puisque ou tout autre bonheur que sa simple présence. Quand on mène au bout l'idée qui était la mienne, qu'est-ce qui se passe si vraiment j'ai Dieu à côté de moi, si j'ai vraiment le sentiment d'avoir une divinité à côté de moi? C'est la question que se pose mon personnage en permanence, Augustin Arbour. Il est athée, il est anthropologue, donc on ne lui fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Et il doit se rendre à l'évidence à un moment donné. Il a affaire à une divinité qui, par sa présence, a annihilé toutes les autres religions. Il s'aperçoit que le christianisme, le judaïsme, toutes les religions sont passées par là, mais elles ne résistent pas devant la présence d'un Dieu réel. Fut-il Ociosus, c'est un Dieu oisif. C'est un Dieu qui a créé le monde, mais qui n'est plus capable de le changer. Donc c'est une espèce de Dieu minable, sans aucun pouvoir, sinon celui de vous apaiser dans sa présence. Donc il donne audience tous les jours. Les gens de Zindan font la queue pour s'asseoir à côté de lui. Le Dieu pose la main sur vous, et pendant les 40 minutes où il vous parle doucement de sa voix hypnotique et où il vous raconte votre propre vie dans le moindre détail, il sait tout de vous, il vous le raconte comme s'il racontait toujours l'histoire d'Alexandre le Grand à tout le monde. Vous êtes réellement au paradis. Vous ne pouvez pas imaginer bonheur plus parfait. Quand il enlève sa main, c'est le désespoir absolu, parce que il n'exauce aucune prière, vous ne pouvez pas lui demander quoi que ce soit. Donc les gens s'inventent tout un tas d'autres divinités annexes. Ils reviennent à une sorte d'animisme, ils adorent Donald Duck, le sous-commandant Marcos, Jeanne d'Arc, Vercingétorix. Ils leur font des turbo-prières pour demander la fertilité ou des choses comme ça. Ils sont obligés de réinventer tout un animisme pour satisfaire leur côté superstitieux. Et les livres, ça sert de
de monnaie comme des Gallimards, c'est au poids. Donc il semble, apprend Augustin, qu'il y ait ces livres, on ne sait pas d'où ils proviennent. À Zindan, les gens vivent nus ou à moitié nus, même si ce sont des Européens, ils sont des coutumes de gens de cités subsahariennes, tels que les imaginaient les explorateurs du XIXe siècle. Et donc on dit qu'il y a une mine d'extraction des livres, un endroit où seuls les enfants très menus peuvent s'introduire dans le noir. Et puis là, il prennent au hasard ces choses qui s'y trouvent, des livres, il les remonte à la surface. Et c'est cette rareté qui donne de la valeur à ces choses qui sont sorties de la bibliothèque de Babel, bien sûr, qui est dessous, que personne ne lit ni ne sait lire, mais qui servent de monnaie dans mon oasis fantasmée. Et dans cette oasis, les habitants ont des mœurs assez très très particulières. Par exemple, ils se nourrissent de leur défunt. Ils trépassent par combustion spontanée. Donc, toute chose qu'on n'imagine pas, mais il est là, et puis ouf, il est parti, il n'existe plus, il est mort. Et puis plein d'autres choses, des mœurs sexuelles aussi très particulières. Et quand ils veulent garder trace de ce qui est dit, ils vont chez le potier. Donc, ils vont chez un potier, ils vont raconter leur histoire, et le potier va faire une jolie poterie, et ça, c'est qui garde trace de leur vécu, de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont envie de garder. Là, je me suis inspiré d'une hypothèse émise par le prix Nobel, notre prix Nobel, Georges Charpak, peu avant son décès, qui s'était dit, mais il n'y a pas de raison dans l'Antiquité, ou même avant, quand on a commencé à tourner des poteries, et que le potier faisait tourner, disons, une poterie byzantine, un vase, une amphore byzantine, et qu'il l'a striée avec un stylet quelconque. Charpak disait, ça a dû enregistrer les sons qui se produisaient autour du potier ou dans l'antre du potier, comme l'auraient fait les premières aiguilles de gramophone de Edison. Il doit rester une trémulation à l'intérieur des stries. Donc, il avait commencé à faire un choix de poterie susceptible d'être lu de cette façon au laser. Il avait fabriqué le laser capable de lire ces stries, ces sillons. Puis il est mort auparavant. Un scientifique disciple a repris les travaux et a fait, donc il n'a jamais réussi à lire un sillon quelconque, ça n'a jamais produit de son. Mais donc il a fait l'inverse, il s'est dit peut-être que c'est la cuisson et que les sons n'étaient pas assez forts. Et donc il a pris un potier contemporain à qui il a demandé de tourner un pot, et en même temps il faisait sonner des cloches à la volée, des bruits énormes pour que ça s'inscrive. Mais une fois cuit, encore une fois, il n'a jamais réussi avec son système de laser à en sortir un son. À Zindan, c'est possible. Donc quand les gens veulent garder trace, puisqu'ils n'écrivent pas ni ne lisent, quand ils veulent garder trace d'un contrat de mariage ou de quelque histoire dont ils veulent se souvenir, ils louent les services d'un potier, ils vocalisent ceux qu'ils veulent enregistrer, le potier tourne le vase correspondant au discours, et ensuite on le fait cuire, on appose son empreinte digitale sous le cul de cet amphore ou de cette poterie, et vous avez là quelque chose que seuls des aèdes, des femmes rhapsodes, qui sont douées d'une hyperesthésie du sens du toucher,
elles sont quelques-unes, pas nombreuses, mais elles sont capables, juste en caressant la poterie, avec le bout des doigts, d'oraliser le contenu enregistré de la poterie. Donc c'est la mémoire de Zindan est contenue soit dans ces poteries qui sont lues par les aèdes, soit sur les tatouages qui sont faits sur les peaux humaines, ce qu'ils appellent des Qumran codes, avec un clin d'œil au manuscrit de la mer morte, mais qui sont en fait des QR codes, et qui sont fonctionnels bien sûr dans mon roman, et qui ouvrent, si vous voulez flasher, sur d'autres histoires, sur de la poésie, sur des vidéos que j'ai faites sur Internet, où les anamorphoses dessinées qui sont présentées dans mon livre sont rétablies, sur un générateur infini de nécrologie infinie qui donne des centaines de milliards de biographies jusqu'à la fin des temps. Voilà les seules façons de garder trace. Du coup, on garde un peu les peaux humaines aussi à la mort de ceux qui les portent. On garde les tatouages au cas où ils contiendraient des informations intéressantes pour la suite des événements. C'est passionnant, le roman, je vous assure, hein, c'est extraordinaire. Alors juste dire que je rappelais que Augustin Harbour est dans une clinique. Et donc c'est Binswanger qui le suit, hein, qui est en train de le soigner, disons. Et il lui demande à un moment donné de présenter une part de ses travaux. Est-ce que c'est possible? Et Augustin Harbour lui fait cette réponse. Je ne suis pas parvenu au cœur des ténèbres. C'est-à-dire, je le cite, au cœur de ce qui fait sens pour moi. Alors, j'ai envie de reposer cette question, parce que je l'ai déjà posée à Jean-Marie. Est-ce que l'écrivain est arrivé au cœur des ténèbres littéraires, de sa recherche, de son investigation? J'espère bien que non. Il faut encore écrire des livres pour continuer cette recherche. Mais dans le roman, le personnage principal, vous l'avez dit, c'est Augustin Harbour. Quand on le prend au début du roman, il a 70 ans. Il est effectivement interné dans une clinique de luxe au Chili, avec d'autres patients très intéressants également. Et le thérapeute qui s'occupe de lui, qui s'appelle le professeur Binswanger, lui demande de raconter ce voyage qu'il a fait 40 ans auparavant dans l'oasis de Zindan, qu'il n'a jamais raconté, pour organiser le chaos de ses souvenirs et essayer de comprendre, de lui faire comprendre qu'est-ce qui l'a rendu fou. Parce que ce voyage l'a rendu fou. S'il est dans cette clinique à 70 ans, c'est que 40 ans après, le simple passage à Zindan a occasionné une perte de soi tragique qui a fait de lui un interné jusque-là. Et donc, Augustin Harbour, à 70 ans, commence de manière anthropologique, avec un ton à la Lévi-Strauss, un ton d'ethnologue, à raconter ce qu'il a vu, à dessiner ce qu'il a vu de la manière la plus objective et sans juger. Mais le soir, quand il a fini son travail, il écrit son journal intime. Ce sont ses ricordi, où là, une sorte de méta-regard porté à la fois sur son travail, en se disant, oh là là, il se rend bien compte que ce qu'il raconte est invraisemblable et que le professeur va jamais penser qu'il a retrouvé la raison ou quoi que ce soit avec ce travail. Et en même temps, il décrit sa vie dans cet institut avec le professeur, les thérapies, les gens qui l'entourent.
Et quand le professeur lui pose cette question, est-ce que je peux voir déjà une partie de votre travail d'anamnèse, de réminiscence? Il dit non, pas encore. Je ne suis pas encore parvenu au cœur des ténèbres. Je ne suis pas remonté encore à cette scène fatale que je laisse au lecteur le soin de découvrir, qui peut-être a provoqué cette distorsion chez lui. Bien. Moi non plus, je ne suis pas arrivé encore. Donc, ethnographique, mais avec Myriam Gom, nous ne sommes pas dans l'ethnographie, nous sommes dans le reportage, au départ journalistique, puis après plutôt reportage littéraire, avec plusieurs livres, donc sur l'Arménie, sur le travail sur le Kosovo qui a été fait, le travail sur... Alors, sur l'Arménie, il y a ce livre, Les invités de la Terre, qui est assez... par son titre, qui invite à une réflexion. Les invités de la Terre, en fait, ce sont les Arméniens qui s'appellent ainsi. Oui. Je ne le savais pas. Ils se considèrent qu'ils ne sont pas chez eux. La Terre ne leur appartient pas. Ils considèrent que la Terre est prêtée. Donc, évidemment, le sentiment du foyer national est très important, comme pour tous les peuples qui ont, au fil des siècles, perdu la majorité du territoire historique. Donc, eh bien, c'est une consolation littéraire. Il y a un certain romantisme dans la perception des Arméniens. Ils savent que la terre est prêtée et rendue, et comme des millions de personnes à travers les millénaires, un grand nombre d'eux a dû un jour refermer la porte du foyer en emportant simplement une poignée de terre dans un mouchoir. Alors, justement, puisqu'on parle de l'Arménie, vous avez fait plusieurs voyages et vous avez fait un reportage photo assez émouvant sur le Karabakh. Or, aujourd'hui, le Karabakh est en guerre. Là. L'actualité nous rattrape. Et qu'est-ce que vous en avez ramené qui aujourd'hui peut nous permettre de lire ce qui se passe? C'est la permanence des choses. Le conflit du Karabakh, c'est ce qu'on appelle l'un des brasiers mal éteints. C'est une guerre qui prend sa source dans d'innombrables, dans les millénaires même. Le sentiment de la perte fait que chaque pouce de terre est vital pour un peuple. Malgré tout, un peuple s'identifie à un sol natal, à des pierres, à des monuments, à une archéologie. Et je ne m'attendais pas, quand j'ai foulé pour la première fois le sol du Haut-Karabakh, à avoir une deuxième génération, puis une troisième génération montée au front, avec dans les tout débuts des pétoirs, des hommes en sandales et avec des armes de briques et de broc, et à présent c'est le déluge de feu qui met sur pied les mêmes soldats et les mêmes cœurs battants qui espèrent en une victoire. D'ailleurs, ce soir à 18h, donc à 16h, heure d'ici, l'un des prélats du Haut-Karabakh décrète une prière collective en faveur de la victoire. Parce que l'une des particularités de certains pays, notamment au Caucase, c'est la religion fait partie de l'identité. Je dirais plutôt la foi, d'ailleurs, la foi. Les religions opposent en apparence les êtres humains. C'est quand même un peu bête. Mais la foi, en général, les relie. Donc quand j'ai commencé à prendre ces photos, je ne suis pas du tout photographe, mais c'est comme un storyboard aussi qui me permettait, dans des lieux où il valait mieux que je fasse attention à mes pas, je ne pouvais pas prendre de notes. J'avais une mémoire phénoménale, mais il me fallait me souvenir de certaines choses. Et à un moment donné, ce sont les visages qui m'ont
qui m'ont imposé de vouloir garder une trace de tout cela. Et il y a une trentaine d'années, il faut avouer que la photo, surtout de l'autre côté du rideau de fer, n'était pas si courante. Et certains soldats avaient cette conscience que cette photo était peut-être la première photo de toute leur vie, sauf pour ceux qui avaient, par exemple, ces photos d'identité du passeport intérieur ou du livret militaire, et certainement la dernière photo qu'ils laisseraient pour leur famille. Donc après quelques années, la possibilité, la technologie m'a permis de les scanner et d'en faire au fil du temps, donc de couvrir 6 années du conflit, je crois. Puis évidemment des incursions dans les fronts du Nord il y a 2 ans. Et donc parfois on fait beaucoup de choses sans savoir quelle sera leur portée. Mais on comprend bien que vous intéressez à l'Arménie puisque vous avez un lien avec ce pays très fort, personnel et familial. Mais vous ne vous arrêtez pas à cela en tant que journaliste. Vous êtes allé aussi bien en Sierra Leone, comme je disais tout à l'heure, au Népal, en Biélorussie, un peu partout. Et là, depuis quelque temps, en tant que juge assesseur, vous approchez une autre réalité, celle de ceux qui viennent d'ailleurs en France et qu'on traite comme migrants. Jamais c'est récent qu'on appelle ces gens-là migrants. Avant, on appelait les travailleurs migrants. C'était un adjectif. Aujourd'hui, c'est devenu une désignation. Donc, ces réfugiés-là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous laissez le journalisme presque, disons, pour aller vers le reportage littéraire, parce que ce n'est plus le témoignage, là, c'est autre chose. Là, nous sommes, le journaliste nous informe, mais là, nous sommes dans une prise, une prise sur le réel de la part de l'écrivain que vous êtes. C'est-à-dire aller voir ce qui se passe pour essayer d'approcher ces réalités-là. Disons que quand j'étais enfant, j'entendais des bribes de réalité. Sans poser de questions, j'avais des versions parcellaires. J'entendais plusieurs réalités, des noms de villes qui portaient 2 noms. Pourquoi Constantinople s'appelle Istanbul? Pourquoi Istanbul s'appelle Constantinople? Et je crois que j'ai, d'une certaine manière, en devenant journaliste, je m'offrais le droit de poser des questions. Et j'avais les réponses, j'avais un maximum de réponses. Donc le journalisme m'a conduite au témoignage. Le témoignage, il y a une dimension juridique dans le témoignage parce que il faut le sourcer, il faut le vérifier le plus souvent dans l'urgence. Et à un moment donné, il était important pour moi d'une part, puisque se déplacer, c'est aller à la source des problèmes. Donc on revient avec une réalité qui, étrangement, n'est pas toujours convaincante pour les spectateurs, parce que quand on a ces 2 pieds bien enracinés, on n'aime pas beaucoup qu'on vienne vous expliquer que la réalité est différente de ce que vous imaginez. L'universalité ou l'universalisme est une espèce d'abus de langage et d'abus de pensée. Et comme je crois qu'effectivement, je suis moi au contraire dans le plus profond des désirs d'être contrarié, d'être disputé, d'être enseigné. J'aimais revenir avec une réalité qui peut recouvrir plusieurs formes, se contredire, se succéder, se raturer. Et j'étais destinée à rechercher, à inventer cet alphabet. Donc, par exemple, quand à la Cour du droit d'asile, à la Cour nationale du droit d'asile, j'écoute les demandeurs d'asile, je les crois. Je crois l'invraisemblable et mon rôle devient finalement moins celui du juge que celui du traducteur pour des magistrats ils sont dans leur habit assez étroit. Et l'invraisemblable est ce qui domine la plus grande partie du monde. La plus grande partie du monde. Et donc mon rêve serait de devenir, ou d'avoir
pu approcher le statut rêvé pour moi de ces femmes qui touchent les poteries. Donc, chaque personne que j'ai interviewée au bout du monde, c'était une poterie dont j'essayais d'entendre les sons, de comprendre. Et peu à peu, j'ai mêlé la fiction parce que maintenant je m'offre des tas de libertés. Je me suis aperçue quelquefois que quand il me manquait quelque chose, j'ai été une enquêtrice extrêmement pointilleuse, obsessionnelle. Et puis, le temps du reportage, c'est très rapide. On ne sait pas si ça va tomber ici ou là, si c'est la grêle ou si c'est des missiles. Et puis, on a un billet de retour, il faut revenir, il faut repartir, on n'a plus assez de pellicules, on n'a plus assez de ceci. Le journal dit, mais rentre, c'est fini. Alors que justement, ça commence parce qu'il faut aller au-delà des apparences. Et d'une certaine manière, la réalité on peut combler les trous, soit en inventant des espaces, et les espaces finalement deviennent plus justes que le réel parce que on a fini par savoir l'essentiel, ici ou là. Tout le monde se ressemble avec un éventail étonnant de différences. Mais ce qui est stupéfiant, c'est toutes ces ressemblances. C'est de se retrouver des points communs avec une femme yéménite qui n'a jamais rencontré de sa vie une femme chrétienne et qui est médusée, qui est stupéfaite de ne pas la trouver antipathique. De trouver des points communs avec un jeune homme sierra-léonais qu'on a à moitié découpé en rondelles après avoir assassiné ses parents. Et tout ce monde est au monde. Et l'élément le plus important que j'ai pu apporter dans ma pratique comme juge, c'est aussi de ne jamais oublier que de nombreuses personnes qui se présentent devant nous quelquefois en mettant un t-shirt propre dans la salle d'attente parce qu'ils dorment dans la rue et ils ont trouvé un point d'eau à l'étage de la salle d'audience, c'est de me souvenir que j'ai pu rencontrer à quelques heures ou quelques jours de distance des gens qui marchaient sur les tapis de soie les plus fins, les plus raffinés et qui 3 jours après avaient les pieds poussiéreux, sales parce qu'ils n'avaient pu dormir que dans une forêt sous les bombes. Donc pour moi, ce sont les mêmes personnes. Je les rhabille, je les déshabille. Donc ceux qui sont trop bien vêtus, je les déshabille, et ceux qui sont mal vêtus, je les rhabille. Et à l'arrivée, on essaie, si possible, de leur offrir la possibilité d'une vie nouvelle, c'est-à-dire le sésame du statut de réfugié. Alors, c'est une question qui s'adresse à vous trois. Je commence par avoir l'avis de Myriam Gaume. Est-ce à dire que l'écrivain doit parler en connaissance de cause? C'est la seule chose que je sache faire, je crois. C'est comme une désignation, c'est comme... par exemple, je porte 2 fois le prénom de Myriam et Marie, c'est le même. Donc, on souriait souvent en famille en disant « tu es vouée à la Vierge ». Mais je crois que je suis vouée à témoigner. Je suis pas lasse de la réalité des autres. Donc, c'est ma colonne vertébrale. Mais parce que moi, je n'ai pas d'imagination, c'est tout. Donc, en ça, je suis vraiment témoin. Je suis un témoin. Je suis pas vraiment un écrivain. Jean-Marie? Moi, j'ai l'impression de n'être témoin de rien du tout. Je passe comme tout le monde dans ce monde et j'en suis imprégné. Je suis un poète, je suis un rêveur. Je ne porte témoignage que de ce rêve et de ce désir invétéré d'habitation du monde. Si la question c'est de savoir si on ne peut parler en tant qu'écrivain que de ce qu'on connaît vraiment, je pense qu'à partir du moment où on est dans une sincérité du regard, c'est une nécessité. J'aime bien faire le parallèle entre le poète et l'anthropologue.
je crois que c'est une définition de l'anthropologie de dire que c'est le plus long chemin qui va de soi à soi. Et donc passer par l'autre est une manière de se connaître. Et donc on est forcément en connaissance de cause. Par ailleurs, il me semble qu'il faut de toute façon tâcher de tout savoir, pour reprendre une expression de Marguerite Yourcenar, qu'il s'agisse de fiction, qu'il s'agisse d'histoire, qu'il s'agisse de matériaux documentaires qu'on va explorer, utiliser pour fabriquer de la littérature. Je pense qu'on a le devoir d'aller au plus fouillé, au plus rigoureux, au plus précieux, à la connaissance. Puis d'ailleurs, moi, c'est ce que je trouve intéressant. Enfin, dans mon travail d'écrivaine, ce qui m'intéresse, c'est d'aller justement, d'apprendre des choses finalement, donc d'aller travailler sur l'Albanie que je ne connaissais pas, et tout ce monde-là, pour en faire une fiction, pour en faire une réflexion qui m'est très intime, d'aller réfléchir sur l'Angleterre victorienne pour comprendre quelque chose de mon propre parcours. Pour moi, c'est un mouvement, c'est le même mouvement. Alors, on va venir à la question première. Sur le murmure des poètes, est-ce que les sociétés sont viables depuis toujours, hein, là, il a fallu que les poètes soient là pour précisément essayer d'approcher un petit peu le rêve d'en parler. Jean-Marie, à l'instant. Peut-être que je pense que tous les gens qui sont là diront que évidemment que le monde n'est pas viable sans le murmure ou sans le cri du poète. Mais après, est-ce qu'on peut faire partager ça au reste du monde? Je ne sais pas. Non, c'est complexe. Et la question se pose depuis très très longtemps. Platon, lorsqu'il rêve sa république idéale, les poètes, il les fiche dehors. Parce que, dit-il, ils ne servent à rien, comme les musiciens, tout ça, c'est des saltimbanques qui ne sont pas rationnels pour un sou, qui contreviennent à la bonne marche d'une cité, d'une société idéale telle qu'il la conçoit, c'est-à-dire menée par le philosophe roi et sa rationalité. Platon, c'est le premier qui s'est fait virer de Syracuse par Denis le tyran, en qui il avait vu le philosophe roi idéal, et qui était entouré de musiciens et de danseuses et de tout ce qu'on veut. Et Platon s'est retrouvé vendu comme esclave, et il était, sur ce point de vue-là, en tout cas, la risée de ses contemporains grecs, qui disaient, mais il faut être fou pour imaginer une société sans poésie, sans poète. C'est au contraire là que se disent les choses, justement, ces choses qui ne peuvent pas se dire autrement que dans le langage poétique et dans le langage créatif. Donc, je pense, on peut reciter la phrase de Hölderlin, magnifique, qui a fait couler beaucoup d'encre aussi, mais qui n'en reste pas moins riche d'interrogations quand il dit que c'est en poète que l'homme habite cette terre. C'est-à-dire que pour habiter réellement notre monde, il faut être poète. Ça ne veut pas dire écrire des poèmes et bonjour madame, voilà un petit poème, bonjour madame l'épicière, voilà un poème, nous sommes tous poètes. Non, c'est vraiment une invitation à convertir notre regard et à se mettre à prendre la mesure du monde, à prendre la mesure de ce qui nous entoure et à... Oui, c'est une pensée profondément écologique, je dirais, à regarder différemment le monde, à le regarder comme autre chose que ce que nous devons conquérir et qui doit nous appartenir, que nous devons accaparer, toutes choses qui étaient les projets de Descartes à se rendre maître et possesseur de la nature. Ce que dit Hölderlin, c'est exactement le contraire de ça, c'est-à-dire exister avec
mais pas contre et en ramassant toute la mise. Merci. Peut-être qu'on va prendre quelques questions du public, puisque c'est une rencontre, les auteurs sont là. Vous avez entendu, vous les avez entendus parler de leurs livres. Je voulais juste dire que il y a le livre est plein de dessins faits par l'écrivain. Des dessins. Alors peut-être une question, pardonnez-moi, je donnerai la parole. Les dessins, vous avez dit tout à l'heure que pendant 1 an, dessiné. Donc c'est le dessin, après le texte est arrivé ou... Là, ça a été les deux. Je me suis servi... j'avais pas encore, et loin de là, un plan très très précis. Donc, mais j'avais quand même l'idée d'une ville subsaharienne rêvée, peuplée d'Européens qui vivraient selon les modes indigènes de l'époque. Et donc je me suis mis à dessiner des personnages en mélangeant des décors noirs, des corps asiatiques, des corps australiens, aborigènes, tout ce qu'on veut, et en leur collant des visages de bons occidentaux du 19e siècle, des reines, des rois. Vous allez retrouver Robespierre, Victor Hugo. Bon, je me suis amusé à mettre tout l'Occident dans cette médina hallucinée. Et de ces dessins, ces dessins ont nourri ma réflexion sur Zindan, et ensuite, après, jusqu'à la fin, j'ai dessiné en fonction de ce que j'avais inventé et préparé. Des questions? Oui, alors il faut un micro. Allez-y. Oui, bonjour. Pour la question des migrants, si j'ai bien compris, vous évoquez leur accueil et quelque part leur sésame, c'est-à-dire de pouvoir rester en France ou en Europe. Je ne sais pas, le pays n'a pas été précisé, mais peu importe du reste. La question, est-ce que ça ne se pose pas également, et là j'ai pas entendu d'explication de votre part, une fois que le sésame est donné, à savoir qu'ils peuvent rester dans le pays où ils sont, leur devenir. Or, c'est très bien d'accueillir, mais si on n'a pas la capacité ou la volonté politique, ou tout ensemble, comme les immigrés aux États-Unis il y a 100 ans, de les intégrer dans la société, quel est leur devenir véritable ? Écoutez, leur devenir, il est très divers. Pour ce qui est du débat, comme il est mal pensé, il est mal posé et mal débattu. Donc ici, c'est pas tout à fait le lieu d'en parler, mais je regrette qu'il n'y ait pas plus de désir de recherche et de connaissance. C'est-à-dire que comme l'Occident s'est aussi fondé sur la conviction de sa propre supériorité, finalement, s'imaginer en forteresse, en citadelle assaillie, est aussi flatteur. Le monde s'est globalisé. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de quitter son foyer. Il y a toutes les 63 secondes dans le monde, quelqu'un quitte son foyer, sous l'effet d'une guerre ou d'un danger imminent. Le problème, c'est qu'auparavant, on franchissait une frontière, peut-être deux, selon les territoires. À présent, on franchit le monde entier. Donc, tout ceci pose la question du retour à un chaos. La globalisation a aussi entremêlé les savoirs, les preuves de vie, les preuves d'identité, et empêche justement de créer une confusion entre l'acte généreux d'accueillir quelqu'un et le fait de lui faire de la place. Faire de la place, ça prend du temps. C'est pas toujours beau à voir. Ça veut dire des files d'attente, ça veut dire
si vous êtes un blessé de guerre avec 7 éclats de métal dans le crâne, vous aurez plus de mal à apprendre la langue du pays d'accueil que si vous arrivez en pleine forme et que vous appartenez déjà à l'élite de votre pays d'origine. Donc il y a une multitude de situations et le problème, c'est qu'on essaie d'imaginer un guichet unique. C'est le terme d'ailleurs qu'on applique en droit administratif. Je crois aussi que dans les années 70, j'avais rencontré au Kosovo, en Serbie, où les travailleurs saisonniers avaient bénéficiaient de contrats économiques, puisque le monde est ainsi fait que ici le travail humain vaut tant et là-bas il vaut tant. Chacun essaie de vivre et de vivre dignement et de se sentir utile là où il est. Parfois il faut faire des kilomètres et des kilomètres. Et comme les contrats de travail ont été absolument rendus caducs, éliminés, etc., la complexité, la complexification du monde tel qu'il est a empêché, en tout cas les travailleurs de la périphérie du cœur de l'Europe d'avant des années 70, de pouvoir améliorer le quotidien, construire un étage d'une maison, envoyer les enfants à l'école. Et finalement, on a poussé à la création d'un mythe de traverser des frontières pour trouver les solutions à tout. Or, par exemple, il y a ce qu'on appelle en Tunisie les brûleurs. Eux sont l'incarnation triste et littéraire à la fois d'un rêve. Ils ont échoué dans leur propre rêve et ils se rêvent autres, sans imaginer qu'il y aura à apprendre un monde, il y aura à le séduire, comme dans une relation humaine. Il faut faire connaissance. Et il faut se rendre indispensables les uns aux autres avec ce qu'on a. On est arrivé les poches vides, mais la tête pleine. La tête pleine de quoi? Souvent d'illusions. Donc il revient finalement dans cette réalité qui est la nôtre et qui va devenir la nôtre de plus en plus, de cesser de se faire des illusions sur les efforts que les autres doivent faire ou les efforts que l'on peut faire. Alors tout ça est intermittent. On peut pas d'un désir de générosité, on ne peut pas subitement devenir meilleur. J'admire par exemple les gens du réseau Éducation sans frontières qui, je l'ai vu, ouvrent leurs portes et pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans accompagnent toute la scolarité de personnes extraordinaires qui ont des parcours, bon, je passe les détails, mais brillantissimes. Et il y a aussi à apprendre l'autre. Donc, je crois le fait d'arriver les mains vides n'implique pas que des droits, mais n'implique pas non plus que des devoirs. Parce que le monde est une ronde. Le monde est une ronde et partir de province il y a quelques générations pour arriver dans la grande ville, c'est émigrer. Partir d'Espagne, bon, l'une de mes amies a passé les Pyrénées en sabot à l'âge de 3 ans. C'est vraiment des réalités. Mais on est fait de tout ça. Donc parfois ça nous passe un peu sur les nerfs parce que le monde est dur. La vie est difficile, mais on s'en sortira pas si on ne se rend pas capable d'admirer la culture des autres, d'apprendre un peu de leur alphabet pour leur permettre d'apprendre le nôtre. Merci. Il y a une question là. Oui, c'est pas forcément une question, mais je me disais à écouter Emmanuel et Myriam, dont je connais un peu moins le travail que je ne connais celui de Jean-Marie Blas de Robles, puisque je le publie. Je me disais finalement que
on a parlé de traduire le réel, on a parlé de poésie, on a parlé de rationalité. Et finalement, plus je vous écoute, plus je trouve que Zindan est une image de plus en plus proche, de plus en plus réaliste de tout ce que vous racontez toutes les deux. Je veux que ces femmes albanaises, je trouve, prendraient bien place à Zindan. Et beaucoup de choses qu'a raconté Myriam sont aussi très zindaniennes. Je ne sais pas si on peut inventer ce... Et c'est un roman que j'ai appréhendé davantage comme une fantasmagorie totalement virtuose, érudite, jubilatoire. Et plus j'y réfléchis, parce qu'en fait, après avoir publié un livre, je continue quand même à y réfléchir, je trouve que c'est bien, et plus je vois tous ces cheminements avec le réel se tisser, se dessiner, et je trouvais qu'une chose qu'a dite aussi Myriam était intéressante sur le fait que pour expliquer à un juge ce que vient de raconter quelqu'un, tu es obligé finalement de le traduire, de le falsifier, de le raconter différemment et de l'habiller d'une rationalité vraisemblable selon les critères du juge, alors que finalement on vient d'entendre quelque chose qui était soi-disant irrationnel et soi-disant invraisemblable. Et en fait on a ce récit qui est parfaitement intime, authentique, qui est le récit de Zindan. Et il nous faut quelqu'un pour nous le raconter à l'envers. Je trouve que voilà, je lance l'idée de ce jeu de miroir entre Zindan et le monde dans lequel nous vivons. J'accepte volontiers ce parrainage de l'éclaireur Jean-Marie Blas de Robles. Et d'ailleurs, c'est bon, outre que j'ai beaucoup ri à chaque chapitre, j'en savoure une petite feuille ou deux le matin depuis quelques jours. Et je pense souvent justement à une expression qui me fait rire, c'est la fête à la grenouille. Ici, ça fait quelques jours que c'est la fête à la grenouille à l'extérieur. Et j'avais commencé une sorte de dialogue entre un migrant qui n'entendrait que, en gros, des fêtes à la grenouille, des puces à l'oreille, et qui serait complètement perdu en disant mais on se moque de moi, on m'humilie, on me traîne dans la boue, et maintenant on me traite de grenouille, quoi. Et par exemple, un tout jeune ami afghan me disait tu le sais, toi, en Afghanistan, devant un aîné, on baisse les yeux. On baisse les yeux en signe de respect et de soumission. Et quand je suis arrivée en France, il avait 15 ans, les éducateurs lui disaient en permanence « Regarde-moi quand je te parle ». Donc il y a une espèce de contradiction qui fait que pour une chose aussi simple que ça, il faut avoir l'imagination de l'autre. On croit toujours que parce que quelqu'un est assis à côté de soi, parce qu'il porte le même imperméable, le même foulard, il nous ressemble en tout point. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui permet d'aller vers l'autre, mais on n'a pas la clé forcément. Et une preuve, comme on cherche des preuves de vie après un enlèvement, l'une des preuves que Zindan existe bien, et que Jean-Marie n'a peut-être pas autant d'imagination qu'il le croit, ou alors il a raconté des histoires, il a peut-être croisé mon père quand il était plus jeune. Vous m'avez fait remonter un souvenir oublié. Mon père était relieur, il avait appris la reliure à Venise, donc il avait c'était des reliures de cuir très, très élégantes. Et un soir, quand j'étais enfant ou adolescente, il était rentré à la maison en secouant la tête en disant « Un homme est venu aujourd'hui à l'atelier et m'a présenté un parchemin très fin en disant « C'est la peau des fesses de ma maîtresse, elle est morte. Et je veux relier
le livre du récit de nos amours, voulez-vous le relier avec la peau de ses fesses? Et mon père, en secouant la tête, je pense qu'il avait dit, monsieur, je ne peux pas faire ça. Donc, peut-être êtes-vous le fils de cet homme. Nous sommes à Zindan, là. Camille Flammarion avait fait relier un de ses ouvrages avec la peau de la poitrine de sa maîtresse défunte. Et il y avait un relieur qui avait accepté. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Il y a une différence entre la poitrine et les fesses. Je l'ignore, monsieur. Je n'étais pas à l'atelier et mon père a refusé, je crois. Je crois qu'il a refusé, oui. Une question? Oui. Moi, je voudrais revenir sur les personnes qui franchissent, donc les Albanaises qui franchissent comme une frontière, hein, qui quittent ce qui leur est assigné pour faire autre chose, et la difficulté d'avoir des témoignages ou des choses précises, et donc la nécessité d'imaginer. Et puis les gens qui passent à la CNDA, à l'OFPRA d'abord, et à la CNDA parce qu'ils ont été rejetés, parce qu'on leur demande de raconter. On leur demande de dire, de parler, et si leur récit n'est pas convaincant, ou s'ils ne peuvent pas parler, le risque, c'est le rejet. Alors c'est la question qui me taraude, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont vécu des choses très dures souvent, et ceux qui ne peuvent pas parler, c'est ceux qui ont vécu les choses les plus difficiles, les plus dures. Le centre Primo Levi, qui traite les gens victimes de torture, le disent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont eu de tels traumatismes qu'il faut passer par beaucoup de médiateurs, peut-être, pour pouvoir parler. Donc, comment, quand on est face à des gens qui sont dans le silence, qu'est-ce que ça implique ? C'est l'une des grandes difficultés du magistrat. Le magistrat, il fait sa vie dans le concret et dans la rationalité. Mais monsieur, à votre place, j'entends ça, mais à longueur d'audience. Et croyez-moi, mes cheveux en ont blanchi. Évidemment, le droit, l'asile n'est pas la seule porte d'entrée, hein, pour les personnes qui recherchent l'accueil. Le problème, c'est qu'on avance dans ce qu'on appelle un univers contraint. Tout univers contraint a ses codes. Le droit est très codifié, c'est naturel, un mur mitoyen, enfin c'est la meilleure et la pire des choses, le droit. Donc on est dans des cases en permanence et dans aussi ce qu'on appelle la crédibilité ou la spontanéité d'un récit. On pense qu'une personne qui vient demander l'asile, dans les deux premières années de son séjour, il doit raconter et répéter son récit une moyenne entre 15 et 25 fois à des personnes qui en comprennent des bribes, des morceaux, ou qui se disent mais il me raconte des histoires. Et il y a tout cela est aussi perverti par l'action de bienfaiteurs qu'on peut aussi appeler des passeurs qui vendent clé en main le voyage, les récits garantis, c'est-à-dire c'est une espèce de loto et moi je te donne le loto gagnant, comment tu n'as que 20 € pour le récit, bon non c'est pas possible, donc c'est comme donner fabriquer, il y avait des usines autour de la Méditerranée qui fabriquaient des faux gilets de sauvetage, donc on peut payer pour couler. Donc la difficulté c'est comme toujours, c'est de créer un effet de miroir suffisamment crédible, c'est-à-dire une histoire, ah ben, mon pauvre monsieur, qu'est-ce qui vous est pas arrivé? Mais encore faut-il savoir le raconter. Et le raconter devant un auditoire, le raconter devant des gens un peu pète sec, un peu raides sur eux, pas un faux pli, alors que vous savez que justement votre chemise est pas repassée, vous arrivez en tongs. J'aimais beaucoup quand dans les anciens locaux, on pouvait voir les requérants, comme on les appelle, de pied en cap.
Et je regardais le sac en plastique qui avait dû être lavé 25 fois, je regardais ce qu'il portait aux pieds, parfois je regardais par le hublot, il n'y a plus de hublot maintenant pour regarder la salle d'attente, il y en a des multitudes. Donc le droit français à la CNDA est victime de l'effet de multiplication, c'est-à-dire que les demandes se sont multipliées peut-être par 10 en 10 ans, ce qui signifie qu'il y a l'oreille et le juge est devenu de plus en plus dur d'oreille. Donc la crédibilité, ce qui est crédible pour moi n'est pas forcément crédible pour le magistrat, et le problème c'est qu'il se plante. Le problème aussi, il y a quelques jours, d'ailleurs j'ai très envie d'envoyer un extrait de c'est un peu confidentiel, mais j'avais envie de l'envoyer alors. Nous écoutions un Ivoirien dont le récit écrit à l'OFPRA m'avait déjà, alors que j'ai dû en écouter plus de 4 ou 5 000 en 10 ans, j'étais prise, je m'étais rapprochée de lui, je l'écoutais, je l'avais pas encore rencontré. Et quand il était devant nous, il avait cette force de naturel d'une personne qui n'est pas encore, qui n'a pas eu le temps de fréquenter des sociétés suffisamment sophistiquées pour apprendre à complètement se masquer, justement. Je crois qu'après avoir beaucoup voyagé, pas forcément pour les raisons pour lesquelles j'ai voyagé, je me pose pas trop de questions sur ce qu'on appelle intuition. Il y a on se parle. Et nous étions tous les trois juges, le panel de juges était consterné parce que techniquement, on ne pouvait pas lui accorder l'asile, alors qu'il avait eu un parcours, mais divin ne suffirait pas pour surmonter ce qu'il avait surmonté. Et je sais que dans quelques semaines, quand il recevra la lettre de refus, on va ajouter une couche supplémentaire à cette vie de merde qu'il a eue, vraiment. Et c'est effroyable de devoir lui dire, monsieur, on vous croit, mais c'est pas assez. Il vous fait un malheur de plus, il n'y en a pas assez sur vos épaules. Donc le droit, c'est la meilleure des choses parce qu'elle protège le faible, mais elle peut aussi omettre de le protéger. Donc je pense que il est nécessaire dans la réalité du monde tel qu'il est de provoquer une refonte non technocratique de la réalité, de créer des sas d'entrée qui ne soient ni les conventions de Genève qui sont remarquables mais qui se sont rendues caduques parce que le contexte de la Seconde Guerre mondiale et la culpabilité des États qui avaient finalement été témoins, acteurs ou spectateurs des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. On est dans un autre contexte. Mais monsieur, votre malheur est plus conforme au malheur de telle autre personne. Il y a une dérive. Le droit dérive. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Je pense qu'il faut tout remettre à plat et revoir les choses, véritablement. Sinon, on va créer une machine, c'est une centrifugeuse qui va être aux prises avec les manipulateurs. C'est-à-dire, c'est ça la douleur du juge, c'est quand la plupart des juges ignorent qu'ils se font manipuler par des personnes très, très averties. Et les personnes moins averties sont nues. Elles sont en tongs devant nous, avec un t-shirt propre qu'elles viennent de sortir dans les toilettes de la Cour du droit d'asile. Merci Myriam, merci Emmanuel, merci Jean-Marie. C'est la fin de cette rencontre. Leurs livres sont là, devant vous. Jean-Marie Blas de Robles, Ce qu'ici bas, nous sommes aux éditions Zulma. Emmanuel Favier, Virginia aux éditions Albin Michel. Et Myriam Gomme, Les Invités de la Terre aux éditions du Seuil. Et aussi le guide littéraire de l'Arménie. Et vous trouverez aussi les autres livres d'Emmanuel Favier et de Jean-Marie Blas de Robles. Merci. À 16h30, nous avons une autre belle rencontre avec Hubert Haddad.